Ce portique, orné du lion des neiges et du tigre, est notre porte d'entrée dans le pays le plus secret de l'Himalaya, le Bhoutan. Depuis l'état indien de l'Assam, nous pénétrons dans le pays du dragon par l'un de ses points les plus bas, la ville frontière de Samdrup-Jonkar, à 160 mètres d'altitude. À partir de la frontière, la route ouverte dans les années 60 s'élance à la sous-dépente de l'Himalaya. Un arrêt dans le village de Narpung est l'occasion de déambuler devant les petits commerces où viennent s'approvisionner les villageois. Les habitants portent des vêtements traditionnels, le go pour les hommes et la kira pour les femmes. Nous reprenons la route vers le nord, à travers un réseau complexe de vallées et de collines, en direction de la ville de Trashigang. À 2130 mètres d'altitude, le village de Vamrong est une étape privilégiée des bus locaux, car il est réputé pour sa nourriture bonne et bon marché. Plusieurs maisons sont en construction, après qu'un incendie ait dévasté le village il y a quelques années. Dans ces régions exposées aux tremblements de terre, le béton vient souvent remplacer les charpentes de bois traditionnelles. Ce petit temple commémore le plus beau des contes de fées qui se soit réalisé dans le royaume, le mariage, en 2011, du jeune et populaire roi Jigme Khesar Nagmiel Wangchuk avec la ravissante Jetsun Pema, dont il était fidèlement amoureux depuis des années. Au sommet du col de Karongla, à 2350 mètres d'altitude, un chorten symbolise l'esprit du Bouddha. En sanskrit, on l'appelle stupa, et les fidèles se doivent de le contourner du côté gauche. Le vent qui agite les drapeaux bouddhistes fait s'envoler leurs prières vers le ciel. Le sport national du Bhoutan est le tir à l'arc. On trouve des aires de tir dans les villages les plus reculés. Ici, à Kanglung, les aires de tir sont placées sur 2 collines et les flèches survolent les champs et la route. Les 2 cibles en bois, de 30 cm sur 1,20 m, sont placées à chaque extrémité d'un terrain qui mesure environ 130 mètres. Les 2 cibles sont utilisées alternativement, car en tournoi officiel, 2 équipes de 11 archers s'affrontent.
Les meilleurs tireurs portent des écharpes multicolores accrochées à la ceinture. La fibre de verre ou de carbone a désormais remplacé le bambou des arcs traditionnels. Dans les villes, on utilise parfois de modernes arcs à poulies. Les membres de chaque équipe se tiennent près de la cible, ce qui demande une réelle vigilance pour éviter les flèches les plus maladroits. Le résultat est commenté haut et fort pour que le tireur l'entende et ajuste son prochain tir. À Kangloong, les flèches survolent les champs, le bétail et la route. Et lorsqu'elles atteignent la cible, elles sont célébrées par une petite danse. La petite ville de Kangloong, avec ses 1800 habitants, abrite une importante école monastique, le Shedra. Le temple de Zandolperi a été construit en 1978, à l'initiative du ministre de l'Intérieur de l'époque. Une façon pour lui de comptabiliser des grâces en vue d'une vie future. Cette image du gourou Rinpoché restera fugace, le temps d'apprendre qu'il n'est généralement pas permis de photographier dans les salles de prière du Bhoutan. En cette fin d'après-midi, les jeunes moines pratiquent leurs activités sportives favorites, le badminton ou le football. Un mur de prière et son stupa, de style népalais, borde une ruelle du charmant village de Rangjung. À travers tout le Bhoutan, les maisons présentent les mêmes caractéristiques. De plan rectangulaire, elles ont le plus souvent 2 étages. L'étage supérieur est fait d'une armature de bois dont les espaces sont comblés par des lattes de bambou, recouvertes d'un enduit blanchi. La tendance actuelle est de les peindre et de les décorer de différents motifs. Nous quittons Rangjung pour une randonnée qui va nous conduire au village de Saling. Face à nous, au milieu de la colline, le bâtiment blanc de la maison d'hôte où nous sommes hébergés, dépendance du monastère voisin. La vallée est obscurcie par les nuages, et en chemin, la pluie commence à tomber.
Au Bhoutan, les montagnes dominent le territoire et rendent la construction de routes difficile et chère. L'agriculture est essentiellement vivrière et on pratique aussi l'élevage. La pluie tombant de plus en plus fort, après une halte au petit monastère de Saling, nous rejoindrons Rangjung d'un pas accéléré. Le monastère de Vosel Choling à Rangjung a été fondé en 1989 par Dungsai Garab Dorje Rinpoche. Grâce aux dons des fidèles, il s'est agrandi pour abriter aujourd'hui près de 300 moines. Le Bhoutan était jusqu'en 2008 le seul pays au monde où le bouddhisme du grand véhicule était la religion officielle. La nouvelle constitution établit maintenant que le bouddhisme fait partie de l'héritage spirituel du pays. C'est la religion principale, elle est pratiquée par 75% de la population. Les Bhoutanais ne se posent généralement pas de questions sur leur religion. Ils sont bouddhistes de naissance et suivent l'exemple donné par leur famille. Leur devoir est d'apporter une aide matérielle aux religieux et de gagner des mérites pour la vie suivante en accomplissant des actes de dévotion. Et le devoir des religieux est de leur apporter un soutien spirituel et de les aider à accomplir de façon correcte ces actions pieuses. Le monastère de Vosel Choling, peut-être parce qu'il est très récent, sera le seul où nous serons autorisés à filmer la salle de prière. Dans tout le Bhoutan, on honore l'effigie du grand propagateur du bouddhisme au 8e siècle, le maître et saint indien Padmasambhava, qu'on appelle aussi Guru Rinpoche. Sur cette fresque est figuré Guru Rinpoche en union avec la princesse indienne Mandarava. Yeshe Tsogyal fut une autre compagne mystique de Guru Rinpoche. Elle est la première femme à avoir atteint l'éveil dans la tradition du bouddhisme tibétain. Dans ce bâtiment, à l'écart du temple, pour éviter les incendies, les fidèles allument des lampes à beurre contre quelques nuldrum. Cette offrande de lumière leur permet d'accumuler des mérites. Située à une vingtaine de kilomètres de Rangjung, Trashigang est la principale agglomération de l'est du Bhoutan, avec ses 2600 habitants. À Trashigang, l'ambiance est paisible. L'essentiel de l'activité se concentre autour de la petite place centrale, où convergent les bus locaux et les taxis. Un moulin à prière fait ici office de rond-point. Dominant la rivière Drangme de plus de 400 mètres, entouré de ravins, le dzong de Trashigang occupe une position stratégique imprenable. Le dzong est caractéristique du Bhoutan. Ce monastère forteresse est à la fois le centre religieux et administratif du district qu'il commande. Il accueille donc les bureaux de l'administration ainsi que la communauté monastique.
Le dzong de Trashigang ne possède qu'une seule cour, le Dochei, autour de laquelle s'organisent plusieurs temples. Conçu en 1659 pour stopper les incursions venues du Tibet, il fut agrandi au XVIIe siècle, puis rénové en 1950. Les couloirs intérieurs sont gravés de figures mythologiques du bouddhisme. Le vautour des funérailles célestes, le yak, les masques des fêtes religieuses. Pour construire les dzongs, on faisait autrefois appel à la corvée, prestation de main-d'œuvre imposée à chaque foyer du district. Chaque famille était tenue de fournir un nombre déterminé d'ouvriers pendant plusieurs mois d'affilée. La rivière Drongmé s'écoule 400 mètres en contrebas. Nous allons la longer en direction de Mongar. Le pont de Chaksam, littéralement le pont de fer, du XVe siècle a été remplacé en 2000 par une structure plus adaptée aux poids lourds. Après avoir longé le cours de la rivière Drongmé, la route monte vers le col de Korila, en passant par les célèbres zigzags de Yadi. Ici s'épanouissent les plants de cannabis. Les drapeaux de prière et le shorten carré signalent le col de Korila. Nous sommes à 2300 mètres. Construite à flanc de montagne, la petite ville de Mongar, chef-lieu de district de l'Est bhoutanais, ne manque pas de charme sous le soleil. Les logements collectifs sont relativement rares au Bhoutan. La ville de Mongar compte 3500 habitants. Le dzong actuel de Mongar date de 1953. Il fut fondé par le troisième roi du Bhoutan, Jigme Dorji Wangchuk. La tour centrale du dzong, le Hutse, contient 2 temples superposés.
Les jeunes moines entrent au monastère entre 6 et 9 ans. Ils sont immédiatement placés sous la tutelle d'un proviseur. Ils apprennent à lire le Chokei, la langue sacrée des textes anciens, ainsi que le Dzongkha, la langue officielle du Bhoutan, et l'anglais. Plus tard, les moines devront choisir entre deux voies possibles: étudier la théologie et la théorie bouddhiste, ou bien prendre la voie la plus commune, qui consiste à servir dans les rituels et les pratiques personnelles de la foi. Poursuivant notre route vers Bumthang, nous traversons la rivière Kuri. Près du pont, dans ce creux de rocher, les fidèles déposent en offrande de petits chortènes d'argile qu'on appelle tsatsa. La route continue de s'élever parmi ces collines où l'on cultive aussi bien le riz que les fruits tropicaux, comme la mangue ou l'ananas. Un peu plus haut, caché dans les bambous, on découvre un singe langur. Au col de Yongkola, nous marquons une pause pour admirer la vallée de la Drang Mechu que nous allons quitter. À l'entrée d'une boutique, ce moulin à prière est surmonté de deux sculptures phalliques supposées protéger la maison et ses habitants. Une croyance bhoutanaise sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard au cours du voyage. Une caravane de nomades chemine au bord de la route, précédée par des chiens tibétains. Vous allez voir les trois choses, hein. Il y a des vaches, des chevaux, et devant il y a deux grands champs, champs, un race de tibétains. C'est un champ tibétain. À partir de là, entre Namning et Sangor, s'ouvrent les 20 km les plus impressionnants de tous ceux que nous aurons parcourus au Bhoutan. Un petit mémorial a été érigé en souvenir des 247 ouvriers indiens et népalais qui ont payé de leur vie la construction de cette route. Après être passé sous la route, la cascade de Namning plonge dans les profondeurs de la gorge. Dans cette région, aucune habitation. L'eau coule en abondance. L'humidité est constante, la végétation est dense. Ici poussent les rhododendrons. C'est au milieu du brouillard que nous atteignons le col de Tumsingla, l'un des plus hauts cols carrossables du Bhoutan, à 3780 mètres. Sur le mur couvert de pierres de prière, les pierres mani, les fidèles ont déposé des tsatsa en argile.
Le paysage fantomatique nous prive de toute vue sur les plus hauts sommets du Bhoutan, qui s'élèvent à plus de 7000 mètres. Passé le col de Tum Singla, nous basculons officiellement dans le Bhoutan central. Tout en bas de cette longue descente, nous ferons étape dans le village d'Ura. Pendant notre séjour à Ura, nous logeons dans cette jolie maison d'hôte. Ce temple privé est notre plus proche voisin. Dans les branchages, une huppe faciée met de l'ordre dans son plumage. Ce matin, nous prenons soin de contourner par la gauche le Shorten et son mur de prière, avant de descendre à pied vers le village d'Ura, blotti au pied de son temple, à 3100 mètres d'altitude. Les alignements de stères de bois en disent long sur la rudesse du climat dans cette région. Ce long mur de prière nous conduit au temple, près duquel se tient une sorte de foire. Sur ce stand, on joue aux fléchettes, dans l'espoir de gagner un lot. 6 miss call dans. Ici, on parie sur les dés pour gagner quelques nungdrum. À grand renfort de musique, on signale le départ imminent d'un dignitaire religieux. Il reviendra un peu plus tard, salué par le même cérémonial. Aujourd'hui, devant le temple d'Ura, va se dérouler un événement très important. C'est le dernier jour du festival, le Yak Show. Mais pour le moment, les petits garçons sont bien plus occupés avec leurs fusils lance-billes. Les trompes et les cymbales signalent l'ouverture imminente des festivités. Les groupes de danseurs pénètrent dans le temple, portant les masques dont ils seront affublés. En coulisses, on revêt les tenues de danse. À la différence des grands festivals de Paro ou de Thimphu, plus touristiques, ici les spectateurs sont dans leur grande majorité des populations locales, principalement des éleveurs de yak.
À la fenêtre du temple, un Atsara commence ses facéties. Les Atsara, ce sont les bouffons, indispensables à toute fête religieuse. Ils se moquent des moines, imitent les danseurs, lancent des paillardises, arborent un phallus de bois avec lequel ils bénissent les spectateurs. Les danseurs se mettent en place. Leurs masques sont lourds et pour les empêcher de se blesser, ils ont la tête recouverte de bandes de tissu sur lesquelles vient se fixer le masque. Les danseurs regardent par la bouche. Les différentes phases de la cérémonie sont rythmées par des cymbales. Chaque danse correspond à un rituel très précis. Ici, la danse des 4 cerfs raconte comment Goro Rinpoche mit un terme à l'agitation désordonnée du dieu des vents en domptant le cerf démon qui en était la monture, rétablissant ainsi le calme et le bonheur sur la terre. L'Atsara vient vite se mêler aux danses des femmes. Il maintient l'attention et comme tout bouffon, il incarne la contestation mais sans remettre en cause l'ordre établi. Pour un non-initié, il serait impossible de décrire la signification de chaque danse. On peut les classer en 3 grandes catégories. Les danses didactiques, qui sont des fables morales, les danses qui purifient le sol des esprits démoniaques, et les danses qui célèbrent la victoire du bouddhisme et la gloire de Goro Rinpoche. La dernière partie de la cérémonie, qui clôt le festival, est précédée d'une procession.
C'est ainsi que s'achève le festival d'Oura, 3 jours de célébrations, de danse et de processions religieuses emblématiques de la culture bhoutanaise. Ce matin, nous partons pour une promenade à pied dans la vallée de Chokor. Le monastère de Tangbi a été construit en 1470 par le 4e Chama Rinpoché de l'école bouddhique des Karmapas. La tenture de fer qui se trouve à l'entrée du temple aurait été forgée par Pema Lingpa, grand maître spirituel du bouddhisme au XVe siècle. En pleine campagne, on trouve des chortaines et des murs de pierre manie garnis de tsatsa. Ce pont suspendu va nous permettre de passer sur le flanc droit de la vallée qui se nomme Chokor Toé, le Haut Chokor. Nous faisons une halte pique-nique à l'ombre du Nonglakang, un temple privé dont l'origine remonte au XVIe siècle. Quelques chambres d'hôtes peuvent accueillir les visiteurs au fond de cette vallée reculée. Ce moulin à prière est animé par l'eau d'un ruisseau. Ce porche est l'entrée du Jampai Lakang. Le temple de Jampai aurait été le premier construit au Bhoutan au 7e siècle par le grand roi tibétain Songtsen Jampo, le fondateur du Potala et du Jokang de Lhasa au Tibet. Dans la vallée, le petit aéroport de Bumtang n'est desservi que par les vols locaux de la Druk Air. En témoigne le modeste aérogare. Dans cette boutique de Chamkar, on vend du fromage de yak. Ces jeunes moines nettoient le parvis du monastère de Tamshing. Tamshing a été fondé en 1501 par Pema Lingpa. La vie quotidienne des jeunes moines est austère, surtout quand ils sont en poste dans un monastère situé au cœur des montagnes, où la nourriture est souvent rare. Les moines sont mal habillés pour l'hiver et les monastères ne sont pas chauffés. Mais avoir un fils ou un frère en service dans un tel monastère est reconnu comme un très bon karma pour toute la famille. Le monastère de Tamshing est un des derniers au Bhoutan à perpétuer la tradition des enseignements de Pema Lingpa. Juste devant le monastère, une fontaine à la forme indéniablement phallique.
Nous traversons la rivière Shamkar en direction des temples de Kurje. Sur la berge, une baignoire a été creusée, qu'on chauffe avec des pierres brûlantes. Le site de Kurje est l'un des plus sacrés au Bhoutan, car Guru Rinpoche y a médité et laissé l'empreinte de son corps sur un rocher. Le complexe de Kurje est constitué de 3 temples faisant face au sud. Les 2 temples situés à gauche sont les plus récents. Ils ont été construits au XXe siècle à l'initiative des souverains du Bhoutan. Le temple de droite est le plus ancien. Il a été construit en 1652 contre le rocher sur lequel Guru Rinpoche a médité. Le temple est constitué de 2 sanctuaires superposés où l'on ressent particulièrement la dévotion des pèlerins. Moines et pèlerins vont partager leur déjeuner, assis à même le sol, sur le parvis du temple. Les moines enveloppent le riz dans un linge pour le consommer plus tard. Au-dessus de la ville de Jakar, dans la région de Bumthang, se dresse l'imposante forteresse du Dzong de l'Oiseau Blanc. Très endommagé par un violent tremblement de terre en 1897, le Dzong fut reconstruit en 1905. La première cour abrite les bureaux de l'administration civile. En passant sous le Hutse, on pénètre dans la seconde cour qui était autrefois réservée aux moines. Une succession d'escaliers permet d'accéder sous le toit, dont on découvre la charpente. Le Dzong de l'Oiseau Blanc se distingue par sa très haute tour centrale, qui contient 2 temples. Poursuivant notre route vers l'ouest, en direction de Trongsa, nous découvrons un troupeau de yaks, surveillés par leurs bergers. La route continue de s'élever au-dessus des nuages pour atteindre le col de Yotula, à 3400 mètres. Le col franchi, nous redescendons vers Trongsa, où nous allons découvrir le plus grand et le plus impressionnant dzong du Bhoutan. Ce dzong s'étage sur le flanc d'une colline à 2200 mètres d'altitude, en surplomb de la rivière Mangde. Construit en 1644, il permettait de surveiller les allées et venues entre le Bhoutan occidental et le Bhoutan central. La vue du dzong s'étend sur des dizaines de kilomètres et rien ne pouvait échapper à la vigilance des guetteurs.
De nos jours, le Dzong est le siège administratif et monastique pour la région de Trongsa. Des fresques illustrent le paradis de Guru Rinpoche et la roue de la vie. Le Dzong de Trongsa est le siège ancestral de la famille royale actuelle, la dynastie des Wangchuk. C'est d'ici que le premier et le deuxième roi du Bhoutan régnèrent sur le pays au cours de la première moitié du XXe siècle. Au pied du Dzong, des villageois jouent au kourou, un jeu de fléchettes traditionnel. Il faut être particulièrement habile pour placer la fléchette dans la cible située à une vingtaine de mètres. Et tout comme au tir à l'arc, les tirs victorieux sont salués par une petite danse. Nous poursuivons notre progression vers l'ouest en suivant le cours de la rivière Mangde. Et d'un virage à l'autre, on retrouve l'imposante silhouette du Dzong de Trongsa. Le shorten de Chen Debji est de style népalais, reconnaissable aux yeux peints aux 4 points cardinaux. Ce shorten fut construit dans la première moitié du XVIIIe siècle sur le modèle de celui du Swayambhunath à Katmandou. La jolie vallée glaciaire de Pobjika est notre nouvelle étape. Dans cette région, les bâtiments sont construits dans les matériaux traditionnels, le bois et la terre. Ce sont des femmes qui martèlent la terre pour la tasser. La charpente est assemblée sans clous, à tenons et mortaise. Ce chemin en sous-bois longe la vallée, creusée il y a des millénaires par les glaciers. Un jeune yak intimidé se protège derrière sa mère. Dans la vallée de Pobjika, on peut venir observer de novembre à février les élégantes grues à cou noir qui viennent y passer l'hiver à l'abri des rigueurs du plateau tibétain.
Si le Bhoutan est généralement un pays paisible, la vallée de Pobjika l'est davantage encore. On retrouve quelques phallus protecteurs suspendus sous les toits des maisons. Cette vallée n'a reçu l'électricité que récemment. L'enjeu était de ne pas créer de nuisances pour les grues, et les lignes électriques ont donc été enterrées. Cette façon d'agir est une illustration du fameux concept de bonheur national brut, imaginé en 1974 par le 4e roi. Son principe repose sur l'idée que le bien-être des citoyens doit passer avant la croissance économique. 4 principes fondamentaux constituent donc le cadre général de toutes les politiques publiques du pays. La croissance et le développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et la promotion du développement durable, la bonne gouvernance responsable. Le monastère de Gangtei est perché sur une petite colline qui émerge du fond de la vallée. Un gros village entoure le monastère, essentiellement peuplé par les familles des 140 Gomchen, les religieux laïcs qui s'occupent du monastère. Gangtei a été fondé en 1613. Il est aujourd'hui renommé pour la qualité de ses sculptures sur bois. Tout autour de la cour sont disposées les cellules des moines, tandis qu'une école monastique, le Shedra, a été établie à l'extérieur. À Wangdi, les fidèles font inlassablement tourner le moulin à prière. Peut-être est-ce pour conjurer le triste sort qui les a privés de ce splendide dzong construit en 1639 et dévasté par le feu en juin 2012. On le voit, les moyens de combattre l'incendie étaient dérisoires. 10 mois plus tard, il ne reste que ruines de ce dzong qui commandait les routes reliant l'ouest et le centre du Bhoutan. De Wangdi, nous sommes remontés vers le nord pour rejoindre la vallée de Punakha. Ce matin, nous gravissons cette colline pour monter au Shorten de Nizorgang. Ce pont va nous permettre de traverser la rivière Mo. Au bout de notre ascension, nous parvenons au Khamsun Welei Namgyel Shorten. C'est la reine-mère qui a fait construire ce Shorten à 3 étages pour protéger le pays. Le bâtiment a été consacré en décembre 1999. Redescendu de la colline, nous allons longer la rivière Mo à travers champs.
Sur ces plans pousse un ingrédient indispensable de la cuisine bhoutanaise, le piment. À quelques kilomètres en aval, la rivière Meaux, la mer, rejoint la rivière Pô, le père. Et c'est à leur confluence qu'a été bâti le plus beau dzong du Bhoutan, le dzong de Punakha. Les splendides jacarandas, importés d'Amérique du Sud, illuminent la façade du dzong. Le beau pont à cantilever ouvre l'accès au dzong. L'entrée du dzong se ferme par une immense porte de bois. Et les escaliers très raides peuvent être retirés pour le protéger davantage. À l'entrée de la première cour, un shorten construit en 1981 et l'arbre de Bodhi. La première cour est réservée à l'administration et à la justice. Des balcons latéraux offrent de superbes ouvertures sur la rivière Meaux et les jacarandas. Le dzong comporte 21 temples, dont le plus grand est la salle d'assemblée des moines, qui abrite de superbes fresques représentant la vie de Bouddha. D'autres salles, non accessibles au public, abritent des trésors et des reliques religieuses. C'est dans ce dzong que fut couronné en 1907 le premier roi du Bhoutan, Gongzar Ujien Wangchuk. Et c'est ici que se tenait l'Assemblée nationale bhoutanaise jusqu'à ce que Thimphu remplace Punakha comme capitale du pays en 1961. Au sud de Punakha, retour au milieu des rizières, où nous partons à la recherche du monastère de Chimay. Dans sa cuisine, cette femme fait griller de l'orge. Les moines du monastère de Chimay font l'apprentissage des instruments de musique traditionnels, les trompes et les flûtes.
À l'intérieur du monastère, d'autres moines assistent à un cours d'anglais. Le temple de Chimay est dédié au fameux Drukpa Kunlai, ce moine excentrique venu du Tibet au XVe siècle. Le fou divin était réputé pour subjuguer les démons à l'aide de son phallus. Son temple est un lieu de pèlerinage fréquenté par les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Le moine leur apporte une bénédiction au moyen d'un pénis de bois. Évidemment, dans le village voisin, l'artisanat s'est adapté. Mais comme on l'a vu depuis le début du voyage, c'est en réalité dans tout le Bhoutan qu'on célèbre le mythe du fou divin avec ses innombrables phallus protecteurs. Kourtang est une ville nouvelle en banlieue de Punakha. De jeunes moines s'occupent en jouant au ballon sous le regard du Bouddha. Décidément, le climat ne nous sourit pas au passage des cols. Entre Punakha et Thimphu, le Doshula, à 3050 mètres d'altitude, ne nous dévoilera pas son panorama sur les sommets bhoutanais. En haut du col, la reine-mère a fait construire le Drukgyal, un ensemble de 108 shortens en l'honneur des soldats bhoutanais morts lors d'un combat contre des séparatistes indiens en 2003. La descente du Doshula nous conduit dans le district de Thimphu, la capitale du Bhoutan. À quelques kilomètres de la ville, le dzong de Simtoka. Il a été fondé en 1629 et il est considéré comme le modèle des forteresses monastères bâties par la suite. Avec ses 12 côtés, cette tour centrale s'inspire du plan d'un mandala. Les fresques du porche représentent une roue de la vie et les 4 gardiens des Orients. De jeunes moines se livrent à des joutes philosophiques qui font partie intégrante de leur formation. Sur le pourtour du Hutse central, des niches abritent une superbe collection d'ardoises gravées.
Au nord de Thimphu, il faut environ une demi-heure d'ascension pour parvenir au monastère de Tonggu. Construit comme un dzong, le monastère présente les murs incurvés caractéristiques et de superbes balcons ouvragés. Tonggu a été érigé sous son aspect actuel en 1688. C'est aujourd'hui une école monastique de haut niveau. Dans la cour du temple, les moines s'affairent à la préparation d'une fête. Une communauté d'environ 280 moines réside dans ce monastère. Le temps de pique-niquer au bord de la rivière et nous repartons à l'assaut d'une colline voisine en direction du monastère de Chéri. Construit en 1619 par Ngawang Namgyal, l'unificateur du Bhoutan, Chéri est considéré comme le premier monastère du pays. C'est un lieu de méditation important, et de nombreux grands lamas y sont venus au cours des siècles afin d'effectuer une retraite durant 3 ans, 3 mois et 3 jours. Au bord de la petite route qui revient vers Thimphu, un grand rocher à l'effigie de Guru Rinpoché. Sur les hauteurs de Thimphu, on découvre l'animal emblématique du Bhoutan, le taquin. Il y a quelques années, le roi décida de libérer les taquins du zoo de Thimphu, estimant contraire à l'esprit du Bhoutan leur enfermement. Mais on retrouva rapidement les paisibles taquins en train de déambuler dans les rues de la capitale. On dut se résoudre à les enfermer à nouveau dans le zoo. Le mémorial Chorten de Thimphu a été édifié en 1974 par la reine-mère, en mémoire du troisième roi, Jigme Dorje Wangchuk. Autour du Chorten, les habitants de la capitale, toutes générations et classes sociales confondues, se rassemblent pour prier. Si les jeunes et les actifs n'y passent que quelques minutes le matin, avant d'aller travailler, les personnes âgées peuvent y passer la journée, entre discussions et circumambulations. Édifié en 1641, le Tashi Chodzong de Thimphu
est un immense complexe qui regroupe le siège du gouvernement et la résidence d'été du chef religieux du royaume, le Chekempo. On pénètre dans le Dzong par une entrée latérale. De l'autre côté de la rivière, l'Assemblée nationale a pris place dans un nouveau bâtiment. C'est dans cette vaste cour que se déroule chaque année le festival de danse religieuse de Thimphu. Le Hutse central délimite le territoire de l'administration. Face au Dzong, un pont à cantilever permet de franchir la rivière Wangshu. Depuis le pont, on distingue deux grands Bouddhas, l'un debout et l'autre assis, qui domine une colline au-dessus de Thimphu. Haut de 51 mètres, le Bouddha d'Ordenma est l'un des plus grands au monde. Cette statue de bronze, plaquée d'or, représente le Bouddha historique, Sakyamuni. La ville est une invention récente au Bhoutan. Il y a 50 ans, il n'y avait que des fermes éparpillées dans les vallées, administrées par le Dzong local. Thimphu s'est développée à partir de 1961, quand elle est devenue capitale du Bhoutan. Sa population est aujourd'hui de 80 000 habitants. On ne trouve au Bhoutan aucun feu rouge. Mais au milieu du carrefour principal de Thimphu, un policier règle élégamment la circulation. Nous quittons Thimphu pour la région de Paro, le principal point d'entrée au Bhoutan, avec son aéroport international. Cette passerelle de bois, la Nemidzam, permet d'accéder au Dzong de Paro. La tour carrée centrale domine la cour, qui abrite au printemps la grande fête religieuse annuelle de Paro, le Tsechu. Le Dzong contient deux temples. Il abrite une communauté de 200 moines, ainsi que les services administratifs du district. Ravagé par un incendie en 1907, le Dzong fut reconstruit sur le même modèle grâce à un impôt spécial prélevé dans tout le Bhoutan. L'ancienne tour de guet, le Tadzong, a été transformée en 1968 afin d'héberger les œuvres du musée national. La construction originelle remonte à 1646.
Avec ses 25 000 habitants, Paro a beau être la deuxième ville du pays, elle ressemble davantage à un gros bourg. Son urbanisation date de 1985, 2 ans après la construction de l'aéroport. On n'y trouve aucune construction de plus de 3 étages et tous les édifices sont de style traditionnel. À une quinzaine de kilomètres au nord de Paro, les ruines du dzong de Drukgyel se dressent sur une colline. Cette forteresse surveillait le chemin d'invasion traditionnel des Tibétains depuis les cols du Haut-Himalaya. Cette maison est construite selon les méthodes traditionnelles, en bois et en terre. Ce sentier qu'empruntent les pèlerins nous conduit à l'un des plus célèbres monastères du Bhoutan, la Tanière du Tigre. Le temple de Taksang se mérite. On y accède difficilement par un petit sentier bien raide qui serpente entre les rochers. Ça et là, des points de vue dévoilent progressivement la beauté du sanctuaire. Le monastère est accroché à une falaise à 3100 mètres d'altitude, à environ 700 mètres au-dessus de la vallée de Paro. Selon les bouddhistes, Guru Rinpoche aurait atteint une grotte située à flanc de falaise en chevauchant une tigresse volante. Il y médita pendant 3 mois. Le lieu en a gardé le nom de Taksang, la tanière du tigre. Le monastère, fondé autour de la grotte par les disciples de Guru Rinpoche, est occupé depuis le XIe siècle. Il constitue l'un des sites majeurs de pèlerinage du Bhoutan. Taksang comprend 7 temples que l'on visite à flanc de falaise, mais il n'est pas permis d'y filmer ou d'y photographier. En route vers le sud, nous parvenons au monastère privé de Tamchog. Un pont de fer du XIVe siècle permet de franchir la rivière Paro pour atteindre le monastère. Le modeste monastère de Tamchung est la propriété des descendants d'un célèbre constructeur de ponts. Nous poursuivons notre route vers le sud en direction de la frontière indienne. À Chuzom, 3 shortens marquent la confluence des rivières Paro et Thimphu. Avant de quitter le Bhoutan, le couple royal nous a gratifié d'un sourire amical et un peu complice.